Je suis allé récupérer tout ce que j'avais de Jules Verne à la maison. J'en ai trouvé dans 4 endroits. Là, ça me fait 4 piles. En même temps, on est tout de suite dans le cœur du sujet parce que normalement, j'aurais dû trouver tous les Jules Verne. 90 Jules Verne, ou à peu près, et des trucs j'ai 63 balais, j'ai commencé à le lire à 8-9 ans, donc des trucs qui auraient quasiment un demi-siècle et qui seraient pas trop présentables. Est-ce que jamais j'ai vécu sans Jules Verne à côté de moi ? Puis c'est tout de suite une question en fait, est-ce que ça compte que ce soit les livres dans lesquels on l'a lu la première fois ? Souvent oui, ça compte. En même temps, pour combien de livres je ou on a fait ce geste de racheter d'occasion, qu'au hasard des brocantes, des bouquinistes, le réflexe qu'on a d'entrer partout chez les bouquinistes, tel ou tel bouquin, justement parce que c'était la version qu'on avait lue dans l'enfance. Par exemple, là, les Hachette grand format avec les couvertures illustrées et puis ce grand bandeau Voyage extraordinaire et l'expression même de voyage extraordinaire. Par exemple là, dans ce truc qui m'a pris d'aller les chercher, j'avais ça en tête. C'était lequel j'avais pu lire le premier de tous les Jules Verne, et dans cette espèce de longue suite comme ça, de s'approprier l'ensemble des Jules Verne, lesquels étaient non pas les classés de 1 à 10 comme ça, mais lesquels étaient des espèces de pics d'intensité qui peuvent par exemple se mesurer à celui-ci, combien de fois je l'ai relu, ou bien dans l'ensemble de ceux que j'ai là, lesquels me manqueraient le plus éventuellement, avec la liste symétrique qui serait lesquels j'ai pu découvrir le plus tardivement, lesquels m'ont amené comme ça des surprises imprévues, mais que j'ai eu du mal à me procurer, ou qui me sont tombées comme ça dans les paluches beaucoup plus récemment, et pas dans cette espèce de dévoration, hallucinée, mais de dévoration joyeuse, passionnée de l'enfance. Et le corollaire qui viendrait aussitôt, c'est pourquoi une œuvre qui souvent aujourd'hui peut nous apparaître aussi codée dans les figures narratives, dans le traitement réservé à la femme, dans les idées qui ne s'écartent pas du tout de son temps, mais même dans un temps où il y a déjà des gens qui sont bien plus éclaireurs là-dessus, la figure du noir, la figure de l'esclave, la figure du juif, c'est un petit peu la même chose quand on lit Balzac d'ailleurs. Comment on peut accepter de continuer de lire Jules Verne ? Attention, hein, bien moins pire que le Karl May de nos amis allemands sur ces questions. Et là, moi, vraiment, je cale. Mais quelque chose qui fait qu'on peut revenir, se réimmerger continuellement dans Jules Verne et accepter l'ensemble de ces codes qui, malgré tout, ne nous donnent pas de surprise. Et donc, corollaire du corollaire du corollaire, d'où vient ce miracle ? Qu'est-ce que ces livres ont changé à notre perception du réel, ou à notre imaginaire instinctif dans ce qui était le réel de l'enfance, pour que la lecture traverse comme ça cette coque qui nous enveloppe du réel et la complète, nous amène comme ça, corporellement, littéralement, dans le temps de la lecture, à cette réalité autre qui est une confrontation au réel immédiat, agrandie de notre imaginaire du réel. En fait, je crois qu'on manque terriblement de livres sur Jules Verne, de livres qui analysent ces fonctionnements-là. Il y a un beau livre de Jean-Yves Tadier sur Jules Verne, un des rares essais que je connaisse et que j'ai pu agréer comme ça, comme participant de ma belle lecture de Jules Verne, avec cette petite ombre au tableau que du coup il déglingue le grand Maune, Tadier, alors que ça j'ai jamais compris pourquoi Tadier aimait pas le grand Maune.
Pour moi, Jules Verne, au départ, c'était lié à la Bibliothèque verte. Étant tout petit enfant, d'abord, il y avait eu cette collection Rouge et Or, à laquelle je suis vraiment débiteur. Ça, c'est aussi c'est une question. C'est-à-dire, cette éducation au temps séparé qu'est la lecture, alors que aujourd'hui nous ne concevons plus ce temps séparé et que l'enjeu explicite pour nous tous, c'est dans notre usage numérique d'un temps rassemblé par le même outil, c'est-à-dire d'une temporalité affrontée en permanence comme telle, être capable de sauver ou continuer d'instaurer ce temps séparé qu'est la lecture. C'est peut-être ça aussi qui est intéressant dans la vidéo. Elle réinstalle un temps linéaire de séparation, de densité d'écoute. La preuve que je peux vous remercier d'être là encore avec moi tout de suite. Après la collection Rouge et Or, il y avait la collection Spirale, les Jacques Rogy. Il y avait la Bibliothèque de l'Amitié. Qu'est-ce que c'était beau comme titre de collection. C'était un véritable travail de mise en scène de l'adolescence. C'est-à-dire, tous les livres avaient pour héros principal ou locuteur ou narrateur principal quelqu'un en qui on pouvait s'identifier parce que adolescent un tout petit peu plus âgé que nous. Quelque chose, un thème sur lequel on va revenir là à propos de Jules Verne. Et puis on arrivait dans ce qui était la collection, la Bibliothèque verte, qui était presque pour moi peut-être rien qu'avec le mot bibliothèque, comme ça, comme une espèce de projection d'une collection adulte pour nous enfants. Enfin, peut-être non pas s'identifier justement comme ça à une thématique de livres, mais le fait qu'on avait le droit à des livres de grands. Et pourtant, cette bibliothèque verte, elle était bien pour nous et rien que pour nous. Pourtant, j'en ai pas retrouvé de bibliothèque verte avec Jules Verne. Dans ma tête, ils sont extrêmement clairs. Je crois quand même que je les vois en tridimensionnel. Je vois encore l'épaisseur de 20 000 lieues sous les mers. Je vois encore, non pas, je pourrais pas convoquer l'image précise des illustrations, mais tous les détails de maquettes. Là, j'en ai retrouvé un, et l'étonnant reportage de Claudius Romagnac. Et typiquement, voilà un Jules Verne que je serais strictement incapable de résumer. On en rachète de temps en temps des bibliothèques vertes. D'un côté, j'ai retrouvé la série des 6 compagnons, les 6 compagnons et la pile atomique, les 6 compagnons et le château maudit, les 6 compagnons et le Tour de France, et puis on en a au moins 10 ou 12 autres. Mais j'ai jamais racheté ces Jules Verne en bibliothèque verte. Je serais même incapable de pouvoir aller vérifier si c'est bien le texte complet qu'on avait. Or, quel scandale toujours de nous donner, d'oser mettre des livres qui ne soient pas avec la mention texte intégral. Vous savez, cette phrase de Barthes que moi j'ai souvent en tête. Dans les grands livres, on ne saute jamais les mêmes passages. Moi je préfère un texte intégral et puis que de temps en temps, on zappe un petit peu. Hein. Je crois qu'un de mes plus anciens souvenirs de Jules Verne, si je devais en élire un, avec toute l'incertitude que ça supporte, ce serait cette image-là. Ce serait les tribulations d'un Chinois en Chine. Quelque chose qui me semblait totalement, non pas exotique, parce que justement cette proximité du réel, elle est là, on ne vous décrit que de l'ordinaire, des gestes, des conversations, manger, se débrouiller, écouter, avoir du mal dans le réel. Ça pour moi c'est l'image de marque de Jules Verne. On est dans un réel incompréhensible et un réel qu'il faut toujours interpréter et qui vous met en danger par votre incompréhension même. C'est peut-être là où ça rejoint mon vécu de myope dans ce paysage comme ça dans l'enfance. C'est dans ces tribulations d'un Chinois en Chine, tout en étant incapable de me souvenir si je l'ai lu dans cette collection rouge là, parce que j'en avais à l'époque, il y en a un grand format là que je vais sortir là juste à gauche, qui étaient des livres de prix que ma mère en particulier avait pu décrocher quand elle était à l'école normale de Luçon, l'école d'instituteurs de Luçon, et elle y était en 1938-1943. C'était pas des belles périodes. Mais ça pour moi c'est Jules Verne, les premiers
venaient de là. Je ne sais pas où ils sont, chez mes frangins, ou tout ça. Et donc, je l'associe quand même à cette collection rouge. Et à un moment donné, il y a cette image de ces corps qui... Tu sais, à un moment donné, ils s'enfuient de ce bateau où on va les massacrer. Ils ont revécu des espèces de combinaisons de survie avec une petite voile qui se met sur les pieds. Et les trois sont en train de dériver comme ça sur la mer de Chine. Et ça, cette image, nous, on vivait au bord de la mer. Est-ce que ça compte? En tout cas, c'est celle que j'ai... Voilà, l'incompréhensible même de Jules Verne, cette magie de pouvoir retourner notre difficulté dans le réel et la renverser vers un possible, même si ce possible mène à un autre inconnu, c'est Tribulation d'un Chinois en Chine. Et c'est cette image-là des types qui foncent avec cette petite voile branchée à leurs pieds, flottant sur la mer. Je laisse mon fond d'écran parce qu'on est samedi matin et demain, dimanche après-midi, je serai au Macval dans l'expo de Pierre Ardouvin et il y a un moment de ma perf où je me placerai devant ces collages de doubles cartes postales avec ces espèces de gouffres en dessous et puis cette jonction qui le retouche comme ça au pinceau pour la rendre impalpable. Et j'en parlerai de ces images. La question là pour moi c'est juste, est-ce que je laisse le fond d'écran Ardouvin parce que demain je parle d'Ardouvin, ou est-ce que simplement j'ai eu besoin de ressortir mes Jules Verne parce que ces images d'Ardouvin sont précisément l'inscription même dans notre réel d'aujourd'hui, ce qu'il va lire lui comme ça par ces vieilles cartes postales des années 60 qui me concernent aussi, de ce que Jules Verne seul nous fait franchir dans le réel. Voilà, là, je mets de carte un petit peu de Jules Verne, mais pas tant que ça, pas tant que ça. Je sais pas si c'est si important, cette idée du format, si cette grande édition Hachette, Jules Verne, Le Volcan d'Or, encore un dont je me souviens même pas. Et précisément, si peut-être, si on n'avait pas racheté ça chez un bouquiniste, exprès, précisément, peut-être parce que c'est un Jules Verne mineur et qu'on a un petit peu oublié. Deux, à cause de souvenirs qui seraient impalpables d'avoir lu en grand format. C'est-à-dire tenir un livre pour lequel on est obligé d'écarter fort les mains et dans lequel on a l'impression qu'on peut plonger à travers et partir à l'intérieur. Alors que, précisément, l'idée pour moi centrale de ces Jules Verne poches qui me sont devenus canoniques, c'est plutôt d'un objet minuscule dans les mains et que ce petit talisman qu'on tient dans les mains nous permet de traverser comme un petit tunnel très étroit, confort à travers le réel pour s'en échapper. L'édition du Volcan d'Or date de 1937. Hachette, bien sûr, illustration Michel Jacot, chapitre 3, en route. Par le Pacific Canadian Railway, touristes, commerçants et migrants, chercheurs d'or à destination du Klondike peuvent se transporter directement sans changer de ligne, sans quitter le Dominion de Montréal à Vancouver. Débarqués dans cette métropole colombienne, il leur reste à choisir entre différentes routes terrestres, fluviales, maritimes, et à combiner les divers modes de transport possibles, bateaux, chevaux, voitures, plus le mode pédestre dans la majeure partie du parcours. Le départ étant résolu, Sam Skim n'aurait qu'à s'en rapporter pour tous les détails du voyage, l'acquisition du matériel, le choix des routes, à son cousin Ben Radl. Ce serait probablement l'affaire de cet ambitieux mais intelligent ingénieur, seul promoteur de l'entreprise, à qui on reviendrait et qui en acceptait toutes les responsabilités. En premier lieu, Ben Radl observa très justement que le départ ne pouvait être retardé. Il importait que les héritiers de Josias Lacoste fussent rendus au Klondike, au Klondike. En tout cas, ce qui reste pour moi de plus emblématique concernant les Jules Verne, c'est la collection livres de poche. Bien se souvenir que pour un type comme moi qui est né en 1953, l'irruption de l'objet technologique qu'est le livre de poche, c'est une révolution.
C'était pas quelque chose d'une sorte de bon marché par rapport à une édition de référence bien plus chère. C'était un objet qui nous arrivait comme, j'allais dire, la custode inversée de la Mi-6 ou la ligne devenue ovale des phares de la deux chevaux, des signes du temps. C'est le temps même qui nous apportait le livre des poches et qui nous l'apportait avec cet effet comme ça de la couverture 19e siècle, inchangé et en même temps grossi, devenu motif. C'est ce grossissement d'un détail de l'illustration du 19e siècle, reprenant en même temps par rapport à la vieille collection Hachette l'espèce de portail ovale du nom de l'auteur surplombant le livre. Tout ça, c'était des marques qui nous étaient indispensables. Et deuxième élément, c'est précisément une qui aurait bizarrement disparu par rapport à l'édition Hachette, ce bandeau inférieur qui était « Voyages extraordinaires ». Alors, en même temps, pour moi, ce qu'il y avait de canonique comme ça dans ces Jules Verne, penser que aller acheter un livre, ça voulait dire que à la rentrée scolaire et puis peut-être à Noël ou une fois par an ou 2 fois par an, c'était aller avec ma mère. Donc il fallait que mon père ait quelque chose à faire à la ville. Si on avait affaire à Fontenay-le-Comte, c'était la librairie Jim d'Endurant. Qui doit exister toujours. Et si on allait à Luçon, c'était la librairie Metz. Et là, dans ces magasins où il y avait tout, mon petit globe terrestre, le premier, venait de chez Metz à Luçon. Mon microscope en cadeau d'anniversaire venait aussi d'une librairie. Mon stylo plume, Waterman, en 6e, quelle grande... comme ça, quel trait comme ça symbolique de... je ne sais plus le mot, ce que représentait l'accession au stylo plume dans la passage rituel, passage d'initiation, l'appropriation d'un Jules Verne parmi ceux qui étaient sur cette espèce de présentoir vertical, tournant, que je vois encore, où on reconnaissait ceux qu'on avait déjà lus et où on cherchait le prochain à lire et où on hésitait parmi 2 ou 3 parce qu'on pouvait en acheter qu'un seul. Voilà, c'était ça pour moi, la magie de Jules Verne. Et en même temps, là, vous voyez qu'il recharge à droite sur ma petite enceinte, parce que je m'en suis servi tout le mois d'août, et que, un Kindle, quand même, une fois par mois, faut à peu près il faut le recharger. Et donc, maintenant, je le lis en numérique. J'ai mes œuvres complètes de Jules Verne, et vous savez que je suis un lecteur un petit peu par cure annuelle, ma cure annuelle de Stendhal, ma cure annuelle de Montaigne, ma cure annuelle de Balzac, et ensuite il y a Simenon et Jules Verne. C'est pas des ensuite, mais c'est dans ce noyau restreint des auteurs à relire annuellement par une espèce de cure où on ne sait pas le déclic qui vous fait entrer dans un livre, mais de celui-ci on va passer dans un et puis un autre, etc. Donc pour moi, Jules Verne, oui, c'était cette suite comme ça canonique de voyages extraordinaires de la Terre à la Lune, le tour du monde en 80 jours, mais voyage au centre de la Terre, mais 5 semaines en ballon, mais évidemment les 20 000 lieues sous les mers et 20 000 lieues, comme on ne savait pas faire la conversion de lieues en kilomètres, qu'est-ce que ça nous semblait grand, immense. En plus, avec le livre de poche, Jules Verne, au moins pour la couverture, nous arrivait en couleur. Après, c'est bizarre les itinéraires de chacun dans Jules Verne. Par exemple, j'ai jamais trop accroché avec les enfants du capitaine Grant. Évidemment, je les ai lus 2-3 fois. Mais est-ce que justement, parce que on me demandait de m'identifier à des ados d'à peine plus mon âge, alors que moi j'avais envie de m'identifier à ces espèces de géographes barbus, tête de con, qui sont les narrateurs principaux, ou alors l'imberbe, tranquille, bien portant, avec de la verve et de l'entre-gens qui leur sert comme ça d'assistant ou de compagnon. Et cette espèce de binôme qui est aussi traditionnel dans la littérature depuis Don Quichotte et Sancho Panza, c'est toujours ce que j'ai cherché quelque part. Il y a toujours un homme du bon sens et puis un qui en est privé. Et entre les deux, vous qui êtes lecteur, précisément, ça, vous pouvez vous incarner ni dans l'un ni dans l'autre. Donc vous restez à distance, et c'est le livre lui-même qui est cette espèce de mouvement, cet en avant permanent qui vient la route.
Et par contre, si les enfants du Capitaine Grant, ça m'a pas trop accroché, l'île mystérieuse, il faut lire les enfants du Capitaine Grant juste pour arriver à ce sommet qu'est l'île mystérieuse, où tout d'un coup, comme dans Balzac, mais à cette époque-là, je ne le savais pas, se percutent les livres, c'est-à-dire que tout d'un coup, 20 000 lieues sous les mers entre dans les enfants du Capitaine Grant. Vous vous rendez compte ? À quoi on peut se raccrocher ? Et une exception, quand même, pour ce qui est de l'identification aux enfants, c'est ce 2 ans de vacances, qui répondait pour moi comme ça, comme une espèce de version contemporaine, enfin tout près de mon époque, qui n'avait pas si changé dans les années 50 par rapport à ce que c'était au 19e, de ce que pouvait représenter le grand Robinson Crusoe, Michel Strogoff. Là encore, c'est moi qui lis parce que myope, tout d'un coup j'avais affaire à quelqu'un, un récit où regarde Michel Strogoff, regarde, où on aveugle délibérément, vous savez, en approchant de ses 2 yeux, une lame chauffée au rouge, les sourcils brûlent, il y a cette odeur de cochon grillé, c'est terrible, cette scène comme ça où on aveugle Michel Strogoff, il regarde sa mère et il pleure, et vous savez que c'est les larmes comme ça de ce réflexe tellement humain comparé à la barbarie de celui qui est délibérément devant lui l'aveugle, qui va le sauver la vie, et Michel Strogoff ne sera jamais qu'un faux aveugle, et nous on le sait, on le devine, et donc on comprend très vite, et c'est ça notre jouissance aussi au livre. Voilà 2 livres dont je ne concevrais pas d'être séparés, même si, je le répète, aujourd'hui c'est toujours par le Kindle ou l'iPad que je relis Jules Verne quand un soir je veux m'y réenfoncer. Le château des Carpates, les 500 millions de la Begum. Pour moi, ces 2 livres, je les rassemble dans le même étonnement, comme quelque chose qui aurait harponné ou fissuré ou déchiré d'un coup de couteau l'ensemble des voyages extraordinaires et qui leur donne comme ça une dimension beaucoup plus centrale. Non pas un malaise, mais quelque chose qui peut toujours se refaire comme dans cet inexplicable et qui écarte justement la littérature, comme Tribulation d'un Chinois en Chine est magique, mais reste une invention d'auteur. Comme si ici, tout d'un coup, on remettait en cause même la puissance de l'auteur. Château des Carpates, c'est cet univers traditionnel du vieux fantastique d'Europe centrale, le château en ruine, l'outil optique, on l'aperçoit à travers une lunette d'approche, on le voit de très très loin, c'est très difficile de s'en approcher, thème qui sera aussi celui qui hante la nuit chez Lovecraft, et quand on en approche, tout devient mystère, extravagance, souterrain, ruine et tout ça, et puis tout d'un coup, cette apparition qui est à la fois lumineuse, projetée en noir et blanc dans le réel nocturne qui n'est pas noir, lui, et puis le surgissement de la voix reproduite. Alors évidemment, nous, dans le début des années 60, magnétophone, on avait même un petit Philips à bobine à la maison, la reproduction de la voix sur les disques, les électrophones, de vieux Telefunken, on y était habitué, mais ça restait en même temps un appareillage, un rituel d'écoute, quelque chose de rare dans l'appropriation des ressources. Et en tout cas, le surgissement de la voix, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça veut dire qu'un phénomène technique nouveau fait irruption dans le réel alors qu'il est indéchiffrable par l'imaginaire au présent de ceux qui en sont les témoins immergés dans la scène. Et ça, cette mise en cause de la technique, évidemment, je pense que dans cette période du surgissement, par exemple, de la télévision, de l'appropriation du Super 8 dans le cinéma comme ça, familial,
c'est cette chose-là qui a été convoquée, et pas la littérature. Et les 500 millions de la Begum, notre mystère pour moi, c'est ce gros canon devant, et ce canon, il sera positif, c'est lui qui enverra les 3 voyageurs dans l'obus de la Terre à la Lune, ou cette suite un peu bizarre qui s'appelle Autour de la Lune. Mais dans cet héritage de la Begum partagée, d'un côté il y a celui qui fait une ville utopique, et donc moi j'ai connu la notion conceptuelle d'une utopie de la ville par Jules Verne, la même qu'on retrouvera aussi dans les Indes noires, avec cette ville souterraine dans la mine, avant de connaître Fourier, les tableaux parisiens de Baudelaire ou Walter Benjamin. Mais en même temps, ce qui est fascinant, c'est celui qui fabrique une usine. Et dans ce délire des machines, du gigantisme, dans la beauté des images de l'acier travaillé, là on est en train d'achever notre webdoc sur Fos-sur-Mer, la fascination de ce que fabriquait le méchant allait bien au-delà de la fascination de ce que fabriquaient les gentils. Alors vous savez, il y a l'histoire, le gentil qui s'en va chez les méchants, qui devient l'ingénieur, etc., et qui va finir par faire louper les calculs. Mais les millions de la Begum, pour moi, c'est ça. C'est quelque chose où la littérature doit s'incliner devant le réel. C'est la même chose, c'est l'enfer de Dante vaut mieux que son paradis. Elle est au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, vaut mieux que son paradis en route vers l'île de Gabriola, etc., etc. Ben, ça, pour moi, c'est les 500 millions de la Begum. Et voilà, là, j'ai toujours gardé ces 2 poches dans, j'allais dire, le noyau, le roc qui constitue le socle pour chacun du lien au livre. Et là, par contre, il faut que ce soit matériel. C'est pareil, c'est pas les miens, c'est pas ceux que j'ai lus la première fois. J'ai dû les racheter, ou chaque fois qu'ils tombent en ruine, je les rachète encore. Et je dis, paradoxalement, je m'en sers pas, je lis en numérique. Mais ça fait aussi partie des questions. Bizarre, le château des Carpates, j'ai procédé à du découpage savant. Pourquoi j'ai été besoin de découper ces trucs-là? Simplement, dans les années 60, je sais pas la date, c'est les illustrations originales de Bennett, Hal Bennett, et son frontispice ancien. Et regardez cette mise en page, l'image qui fait quasiment toute la page, le 1 du premier chapitre intégré en découpe dans l'image, et puis il reste quoi? 2 lignes. J'oserais pas faire ça, moi, en mise en page. Et regardez le départ. On commence par une négative. Faut le faire dans les romans. Cette histoire n'est pas fantastique, elle n'est que romanesque. Faut-il en conclure qu'elle ne soit pas vraie, étant donné son invraisemblance? Ce serait une erreur. Nous sommes d'un temps où tout arrive. Nous sommes d'un temps où tout arrive. Cette histoire n'est pas fantastique, elle n'est que romanesque. Ça va loin, ça. Faut-il en conclure qu'elle ne soit pas vraie? Et les 500 millions de la Begum, illustration de Bennett aussi. Là, on est plus classique dans la première page. Par contre, vous voyez, 1966 apparaît ce livre au livre de poche. Le livre est tout neuf, il n'a jamais réédité, et j'ai 13 ans. J'ai de la chance, non? Dans my poor life. Et puisque je parle de chance, l'autre élément, si vous avez traversé ce bouquin qui s'appelle Autobiographie des objets, c'était l'armoire vitrée qui était chez mon grand-père maternel, l'ancien instituteur. Et là aussi, il y avait des Jules Verne, mais c'est ça que j'ai jamais compris. Ça, c'est les Jules Verne que j'ai récupérés de chez le grand-père. Et là, donc, c'est effectivement ceux que j'ai lus pour la première fois dans cette édition, et aussi ceux qui ont traversé les dispersions familiales, les répartitions de livres et tout ça. Et là, chez le grand-père, j'ai pas souvenir d'avoir vu ceux qui étaient les miens, ou alors peut-être c'était déjà parti dans ces livres que ma mère avait détournés à cause de ma passion pour Jules Verne depuis l'âge de 8-10 ans. Pour moi, la jangada. Là, il y a 2 frères. On est dans les marais de Louisiane. Et c'est la méchanceté de ces 2 frères
et infini, mais aussi ce paysage de marais qui correspondait aussi précisément là où habitaient mes grands-parents maternels, dans Vix, dans le marais Poitevin, de Gaston Chessac aussi, qu'il connaissait. Et cette jangada, cette espèce de dérive d'un radeau avec du crime autour, dans ces espèces d'ombre en plein jour des marécages, voilà tout d'un coup quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec le happy end ou du tour du monde en 80 jours ou de cette miraculeuse échappée au bout de 5 semaines en ballon. Tout d'un coup, il n'y avait plus que du noir. Et c'est un petit peu la même chose pour la superbe Orénoque. C'est là, pour moi, c'est pas comme les frères Pixar de la Jangada. La superbe Orénoque, c'était cette figure du fleuve, l'Amazone, et peut-être là commencer à comprendre intuitivement, parce que je connaissais rien de la vie de Jules Verne, qu'il ne s'agissait que de construction mentale, que Jules Verne n'avait jamais descendu ou remonté l'Amazone ni l'Orénoque, mais que quelque chose se jouait là dans la phrase, le mot Orénoque, et puis le titre qui devient le superbe Orénoque. Et là, tout d'un coup, en quoi la notion de poétique dans le titre, comme dans le fond de la phrase de Jules Verne, prenait le dessus pour construire l'imaginaire. Allez, j'arrive au bout. Le terme de ce petit voyage avec mes Jules Verne, ce serait ces gros bouquins qui s'appellent Autour du monde. C'est une revue qui paraissait trimestriellement ou mensuellement, je ne sais plus, mais qui chaque année était rassemblée comme ça en volume. C'est 1868, 1875. On en a au moins 3 autres là-haut, mais je n'ai pas tout descendu. Et ça, pour moi, c'est important de le dire. Elle est maintenant numérisée chez Gallica et on peut voyager dans les facsimilés sur le site Gallica. Voyez, si j'ouvre au hasard le tour du monde, de Paris à Bucarest, celui qui a fait le voyage, qui doit être ce monsieur-là, produit, lui, un récit écrit, produit une narration, vous voyez, imprimé ici avec ce beau graphisme aussi, titre central, double colonnage, et les rousseurs qui commencent à venir sur ce livre qui a 140 ans, et puis en même temps la place donnée au graveur. Mais ici par exemple, qu'est-ce que c'est cette gravure? Qu'est-ce qu'elle dispose comme élément informationnel? Probablement que le graveur a travaillé d'après des croquis de végétation, d'arbres donnés par le voyageur lui-même, mais c'est un pur travail graphique du graveur. On se croirait presque dans un paysage de Georgian ou de Constable, et puis en même temps tous ces archétypes, les petits personnages comme ça qui sont figurés et qui avancent, mais là vous voyez, il n'y en a pas de personnages. Et si on continue comme ça, là encore des trucs informatifs sur l'architecture, sur l'habitat, mais construisent probablement d'après un échange oral et d'après des petits croquis, peut-être des plaques photographiques, mais c'est peu probable. L'armature existe aussi. Mais donc, on a comme mode de lecture, pour ce qui est en dehors de notre expérience sensible, là, de Paris à Bucarest, c'est linéaire, et puis vous voyez là, comme c'est des longs récits. Mais ici, c'est le Far West américain. Il n'y a pas de gravure, le Far West américain, il y a une carte. La carte fait partie de ce qu'apporte le livre pour rêver, et toujours ce travail comme ça du graveur, même si là, si, vous voyez, les Indiens, le powwow des Indiens, avec le voyageur, lui toujours dans sa tenue de soirée de la Société géographique, qui assiste avec sur sa chaise et tout. Donc l'Occident, on est dans l'univers
coloniale, mais précisément pour s'approprier comme ça cette dimension du monde qui ne nous est pas accessible, le récit fait état d'une expérience réelle, vécue, et la gravure vient comme preuve de cette expérience réelle et vécue. Et qu'est-ce qu'on a dans Jules Verne quand il produit comme ça Tribulation d'un Chinois en Chine, etc. On a exactement le même rapport texte et image. Évidemment, l'image est faite d'après les inventions de Jules Verne, mais le rapport texte-image fait que ce qu'on transfert comme ça d'une position de lecture traditionnelle, établie, scientifique, sur l'appropriation d'un monde qui comporte encore tellement de pages blanches. Je ne sais pas, c'est dans celui-ci, là-haut, j'ai un merveilleux texte qui est la première traversée de l'Australie, par exemple, vous voyez, souvenir du Pacifique, Fontarabie, voyage dans le Lazistan et l'Arménie, l'Istrie et la Dalmatie, voyage dans la régence de Tunis, le dernier journal de Livingstone. Ah, ça me donne envie de relire. Hein. Regardez ça. Ce travail sur l'oiseau et la queue de l'oiseau. On n'est pas là dans quelque chose de complètement artistique. Ouais, où j'en étais avec juste ça, ce qu'on transfère dans l'univers romanesque de quelque chose, d'un rapport texte-image qui est de forme de narration, celui qui relate rétrospectivement ou par son journal ou par son vécu en direct une expérience bien réelle, mais qui nous agrandit dans le rapport au monde. Nous, on ne sait plus cette chose-là. Mais en même temps, pour Jules Verne, on est immédiatement dans une translation minuscule, translation impalpable. C'est-à-dire que le même rapport de texte à image, et là je vous dis l'image qui est faite par des graveurs qui n'ont pas participé à l'expérience, qui est aussi en même temps, quand vous lisez par exemple les voyages au Brésil de Drevet au XVIIe siècle, le bateau emmène quelqu'un qui est un spécialiste de la faune, un spécialiste de la flore, et emmène quelqu'un qui est chargé de peindre et dessiner. Vous savez qu'il y a toujours un poste officiel en France de peintre de la marine, et que ce poste officiel, d'ailleurs, il y a quelques années, les photographes avaient protesté, les peintres avaient protesté parce qu'il avait été attribué à un photographe et non à un peintre. Donc on n'est pas indemne encore de ces choses-là. Mais là, avoir toujours en tête que ce déplacement de fiction qui est comme une espèce, comme quand on vous prend un os et qu'on vous le déplace par ces manipulations du corps qui pousse le réel comme ça d'un petit cran et qui traverse notre propre expérience actuelle du réel dans son premier contexte, elle part comme ça d'un fait de lecture socialement institué qui est reproduit dans sa nature même de rapport texte-image, sauf qu'elle est réinversée, mais en tout cas que le statut d'invention est liquidé avant même qu'on commence à écrire. Et pour moi, le mystère de Jules Verne, il est là. C'est-à-dire que ce tour de force entre lecture, image, réel, objet et perception du monde qui est comme ça dans une espèce d'écosystème très précis dans le temps où Jules Verne existe, c'est ce déplacement même du réel qu'on reçoit aujourd'hui par la force poétique de l'écriture qui commence dès l'équilibre rythmique de chacun des titres de Jules Verne et qui nous permet aujourd'hui de nous confronter à ce même besoin de déplacement par rapport à un réel qui nous est si impalpable, si inconnu, si menaçant, si tout ce que vous voulez, avec en même temps cette jouissance de pouvoir le quitter à tout moment dès lors qu'on prend une phrase et qu'on la lit. Comment ça commençait le tour du monde en 80 jours? En l'année 1872, la maison portant le numéro 7 de Savile Row, Burlington Gardens,
maison dans laquelle Sheridan mourut en 1814, était habitée par Phileas Fogg Esquire, l'un des membres les plus singuliers et les plus remarqués du Reform Club de Londres, bien qu'il semblât prendre à tâche de ne rien faire qui pût attirer l'attention. De la même façon qu'il n'y a strictement rien dans ce paragraphe qui annonce quoi que ce soit du récit à venir. Et comme c'était beau aussi, l'effet de dédoublement par rapport à l'implacable de la lecture, de la numérotation du chapitre, suivi d'un sous-titre 1, dans lequel Phileas Fogg et Passepartout s'acceptent réciproquement, l'un comme maître, l'autre comme domestique. 10, où Passepartout est trop heureux d'en être quitte en perdant sa chaussure. 7, qui témoigne une fois de plus de l'inutilité des passeports en matière de police. 26, dans lequel on prend le train express du chemin de fer du Pacifique. Allez. Merci.